Donc, moi, je vais vous présenter les conclusions, les résultats du projet ICIBA. ICIBA, ça veut dire Intérêt des cultures innovantes de blé associé. Et donc, c'était une expérimentation sur les cultures de blé associées à des plants de compagne pour limiter les ravageurs d'automne. Ça s'est déroulé de 2020 à 2023. Et donc, ça bénéficiait de fonds CASAR du ministère de l'Agriculture. Il y avait différents partenaires techniques, donc des chambres d'agriculture, donc la chambre régionale qui pilotait le projet, qui animait globalement, et derrière tout un tas de partenaires techniques, les chambres de l'Indre, du Loiret, la FDGDA du Cher, une coopérative en Eure-et-Loire qui s'appelle la SCAEL, et puis des partenaires plus entomologiques, le laboratoire d'éco-entomologie, la Fredon Centre-Val de Loire, et puis des partenaires plus recherche avec l'Institut Agro, et puis ses collaborateurs, on va dire, de l'INRAE, de l'Université de Rennes et de l'UMR-IGEP. C'est moi qui passe. Donc la problématique initiale du projet, c'était que, on en a parlé un petit peu hier déjà, il y a des dégâts de virose jaunisse nanisante de l'orge véhiculés par les pucerons, notamment Rhopalocifam paddy, qui donnent ce type de symptômes en sortie d'hiver. La maladie des pieds chétifs véhiculée par les cicadelles, Psammothetics alienus, qui peuvent causer donc ces jaunisses, ces viroses d'importants dégâts sur céréales, avec des fortes pertes de rendement, sans rentrer trop dans les détails, et avec des seuils d'intervention qui sont assez faibles en termes de nombre de pucerons. Donc assez rapidement, même avec peu de pucerons, on peut avoir des dégâts. Et donc, parallèlement, il y a eu l'interdiction des traitements de semences à base de néonicotinoïdes à partir donc traitement de semences de céréales à partir de septembre 2018. Et à partir de là, la lutte chimique repose sur des traitements chimiques en végétation, souvent à durée d'efficacité limitée, avec des répétitions de traitement, si présence des ravageurs. Et la problématique du projet, c'était de trouver des méthodes alternatives à ces traitements chimiques et à ce problème qui peut être plus ou moins important selon les années. Donc l'objectif du projet, c'était d'évaluer l'intérêt d'associer le blé à des plants de compagne à l'automne pour limiter les pucerons, les cicadelles et les dégâts de virose qu'ils véhiculent. Et donc en partant de l'hypothèse que l'association du blé à des plants de compagne pouvait soit perturber ces ravageurs par perturbation olfactive, visuelle ou barrières mécaniques, soit favoriser leur régulation par leurs ennemis naturels en apportant des ressources pour des auxiliaires comme des hyménoptères parasitoïdes, des coccinelles et puis d'autres prédateurs, des cirques, des chrysopes et même des carabes, des araignées qui peuvent être des prédateurs généralistes, y compris sur pucerons, sur cicadelles. Donc le projet, en fait, donc il y a eu une première action qui portait sur des essais en micro-parcelles qui visaient plutôt à évaluer différentes plantes compagnes du blé pour s'assurer déjà de leur faisabilité technique. Parce que en fait, le blé associé à des plantes compagnes, ce n'est pas une pratique très courante chez les céréaliers, et surtout en conventionnel, et donc il fallait déjà se rendre compte de ce qui était possible agronomiquement. Donc là, il y a eu seulement des suivis agronomiques en micro-parcelles, et la sélection de plantes compagnes à tester. Donc en fait, on a retenu, suite à ces essais, la vesse, le pois de printemps et la févrole pour tester en plus grande bande dans l'action 2, pour du coup, dans des plus grandes bandes, évaluer les effets sur les ravageurs et les auxiliaires, où on faisait donc des suivis de ravageurs, d'auxiliaires et de viroses, plus des suivis agronomiques pour voir quand même ce que ça donnait sur le rendement. Et puis l'action 3, c'était plus valoriser, diffuser les résultats vers les agriculteurs et conseillers et faire des préconisations sur la conduite des associations. Donc il y a eu une année 1, année culturelle 2020-2021, où là on a fait plutôt les essais en micro-parcelles et on a quand même commencé déjà des essais en grande bande, 10 essais où on a fait des bandes blé-févrole, parce que la févrole on avait déjà testé en association avec le blé, on avait vu déjà que ça pouvait se faire techniquement. Donc on a déjà commencé les suivis auxiliaires ravageurs là, et après, donc les années 2 et 3, là on a fait des essais en grande bande, mais avec plus d'associations testées, donc blé-févrole, blé-pois et blé-vesse. Donc les essais se localisaient en région centre, en Eure-et-Loire, dans le Loiret, dans l'Indre et le Cher, et puis là vous avez quelques photos de cultures associées, blé-févrole, blé-pois et blé-vesse.
Donc, les protocoles d'essai. Alors, un essai bande, en fait, c'est ça. C'est sur une parcelle d'un agriculteur volontaire. On testait des bandes de minimum 20 mètres de large et 60 mètres de long, avec à chaque fois une bande en blé pur, B0, qui était le témoin. B1, c'était blé plus févrole. B2, blé plus pois. B3, blé plus vesse. Et donc ça, à chaque fois, on essayait d'avoir 10 répétitions par an. Sachant que ça, c'était notre objectif initial. Mais on a eu pas mal de dégâts, alors de limaces, beaucoup. Également, des fois, des désherbages qui n'étaient pas suffisamment sélectifs pour les plants de compagne, qu'on détruit certaines plants de compagne. Et donc, c'est pour dire qu'au final, on a eu des essais valides, qui étaient, enfin, à peu près la moitié des essais qu'on avait voulu faire initialement, ont été valides, donc un petit peu moins de données que ce qu'on aurait voulu au départ. Il y a eu aussi des essais qu'on grêlait avant la récolte, donc on a eu quelques aléas. Et donc, notre itinéraire technique, ce qui était particulier, c'est qu'on semait les plants de compagne à peu près un mois avant le blé, pour qu'elles aient le temps de se développer et qu'elles apportent déjà leur intérêt dès que le semis du blé. Donc on semait les plants de compagne fin août, début septembre, et après du coup on devait semer en direct le blé par-dessus les plants de compagne début octobre. On avait demandé déjà aux agriculteurs de semer tôt, parce que des fois ça peut être même un peu plus tard, comme on disait, quand on sème plus tard, on a moins de risques justement de pucerons ou de cicadelles. Et donc là, on leur demandait quand même de semer assez tôt le blé, début octobre, pour justement se mettre en condition de pouvoir observer des ravageurs. Après, donc, faut adapter l'itinéraire technique, notamment le désherbage, pour pas forcément abîmer les plants de compagne. On a demandé à ce qu'il n'y ait pas d'insecticides sur les bandes suivies, forcément, pour pouvoir faire des suivis d'insectes, sachant que ça pouvait être traité par contre la parcelle autour. Le couvert n'a pas été maintenu après l'hiver, c'est-à-dire que soit il était, la plante de compagne, détruite par le gel, soit il y avait une destruction chimique en sortie d'hiver. Parce qu'en fait, si on avait maintenu par exemple blé-pois, ça existe notamment en bio, mais après il faut voir comment on trie, il faut voir comment on commercialise, enfin il y avait tout un tas d'autres contraintes, et chez les céréaliers chez qui on a été, ils n'étaient pas outillés et habitués à faire cette pratique. Et en sortie d'hiver, il y avait des prélèvements de plants de blé pour faire des analyses de virose. Donc ça, c'est les suivis ravageurs et auxiliaires qu'on a réalisés sur les bandes. Donc avec la pose de cuvettes jaunes et un suivi hebdomadaire. Alors les suivis, ça va du semis du blé, donc début octobre, jusqu'à mi-décembre à peu près. Donc là, les cuvettes jaunes, c'était surtout pour voir les vols de pucerons, les pucerons ailés qui arrivaient, et se rendre compte à peu près de quand ils arrivaient pour caler aussi les autres suivis. Des plaques jaunes engluées, là c'était pour les suivis surtout de cicadelles et aussi de pucerons. Donc là, on avait des plaques jaunes engluées dans chaque bande, alors que la cuvette jaune, elle était en fait sur un essai bande global. Des pots barbeurs aussi pour suivre la faune terricole, des aspirations, des notations visuelles. Donc là, on était plutôt pour suivre à la fois les pucerons, les momies sur les notations visuelles, et dans les aspirations, beaucoup pour suivre les auxiliaires présents. Et puis les suivis de virose, comme je vous disais, en faisant des prélèvements de plantes à peu près vers le mois de mars. Donc cette diapo, c'est surtout pour dire qu'on a été finalement nos années de suivi sur des années où il y avait des faibles pressions de ravageurs et de viroses, donc ce qui ne simplifiait pas après l'analyse des données et puis les conclusions. Et là, on voit sur ce graphique, alors c'est le nombre moyen de pucerons capturés dans les cuvettes jaunes, les pucerons ailés, et donc à peu près entre octobre et décembre, quoi, grosso modo. Et comparé donc à des références issues du BSV 2013 et 2014, où c'est des références basses, là la courbe en pointillé jaune, référence haute, celle-là en marron pointillé. Et nous, donc, on voit que nos suivis, alors surtout en 2021, la deuxième année, il n'y avait quasiment pas de pucerons, quoi. Donc il y avait peu de pucerons, peu de viroses, peu de choses à suivre, surtout en 2021. En 2020, il y en avait un petit peu, mais pas beaucoup, qui sont arrivés plutôt tardivement. Et en 2022, là, on avait une année où il y avait des suivis un petit peu plus avec de la donnée. Alors, déjà, d'un point de vue agronomique, nos résultats, alors, c'est des résultats plutôt négatifs sur le rendement, puisque globalement, donc là, on a le rendement du blé pur, et on voit que dans les cultures associées, on a de l'ordre de 6 quintaux en moins par hectare.
et notamment avec la veste, où là, il y a des rendements bien inférieurs. Et puis par ailleurs, donc, voilà, un effet plutôt négatif sur le rendement du blé, qui aurait peut-être été différent si on avait maintenu les plants de campagne plus longtemps, ou si on avait fait une double récolte. Et dans ce cas-là, on aurait pu avoir un autre rendement d'une autre culture, mais là, non, on récoltait que le blé. Donc voilà, et puis par ailleurs, on a aussi suivi le taux de protéines du blé associé aux légumineuses, et on n'avait pas d'amélioration non plus du taux de protéines, donc pas non plus d'intérêt à ce niveau-là. Donc c'est plutôt négatif. En ce qui concerne les résultats sur les viroses, là on n'a pas eu de résultats significatifs. Alors surtout parce qu'il y avait une faible pression, donc on a eu du mal quand même à observer des choses. Mais on remarque quand même, alors c'est vraiment qu'une tendance, parce que, encore une fois, ce n'est pas significatif, mais que, donc là, c'est le pourcentage moyen de puits positifs aux viroses. En bleu, c'est la JNO, et en orange, c'est la maladie des pieds chétifs, WDV, le virus. Et donc, on voit quand même que globalement, donc ça, c'est les bandes témoins en blé pur, et là, blé févrole, blé pois, blé vesse, on observe quand même moins de viroses en quantité de JNO dans les bandes associées par rapport au blé pur, même si ce n'est pas significatif. On voit aussi qu'il y a des gros écarts types au niveau des attaques de virose en blé pur. Donc ça veut dire qu'il y a des situations où il y a des fortes attaques et d'autres où il y en a des plus faibles, alors qu'il y en a un peu moins dans les bandes associées de cette variabilité. Donc on s'est demandé si finalement l'association ne protégeait pas des fortes attaques, en lissant un peu les fortes attaques. D'autant plus qu'en termes de fréquence, là vous avez la fréquence, il y a quand même eu de la JNO à peu près présente aussi bien dans les bandes associées que, sauf dans blé vesse où là on n'avait pas du tout de JNO, mais que dans le blé pur. Donc en termes de virose, on peut dire que ce n'est pas significatif, mais on semble voir un petit effet quand même, qui serait à confirmer. Par contre, sur les pieds chétifs, il n'y avait vraiment pas assez de résultats pour conclure. D'un point de vue économique, en lien avec ce que je disais sur le rendement, là, donc, c'est la FDG d'Aduchère qui nous a fait un calcul pour voir à combien ça revenait finalement le fait de faire du blé associé. Et comme on a des pertes de rendement et qu'en plus, il faut un semis en plus, un semis direct là, des plants de campagne, il faut acheter les semences aussi de plants de campagne, forcément, ça fait du revenu en moins. La marge est moins bonne en culture associée. La marge du blé est moins bonne qu'en blé pur, et ça fait des pertes. Alors vous n'avez peut-être pas à lire, mais en gros on est à moins 140 € de l'hectare, ça c'est pour blé pois, et donc moins 194 pour blé févrole, moins 315 € de l'hectare pour blé vesse. Donc il y a quand même une perte économique, qui en plus, là on est dans le cas de semences fermières qui sont utilisées, donc si en plus on achète des semences certifiées, ça coûte encore plus cher. Donc voilà. Ensuite, sur les effets sur les pucerons, cicadelles et auxiliaires volants. Alors, ce qu'on a suivi comme ravageurs d'automne, c'était les pucerons à la fois des céréales, Rhopalociphium paddy, Metallopolophium diorum, Cytobion avenae, donc les pucerons du blé. Mais on a aussi regardé les pucerons des plantes de campagne, des légumineuses, parce que ils peuvent aussi servir. Ils vont par exemple produire du miela qui peut être consommé par des hyménoptères parasitoïdes. Ils sont plus là finalement pour faire de la ressource pour les auxiliaires. Et puis on a suivi les cicadelles. Ça c'était pour rappeler du coup les méthodes de suivi dans les bandes. Alors il y a les cuvettes jaunes, comme je disais, une par site. Il y a les plaques jaunes engluées, une par bande. Les observations visuelles dans chaque bande. Et puis les aspirations avec une belle animation, pas moi qui l'avais faite, aspiration dans chaque bande aussi. Et donc ce qu'on trouve en résultat, c'est au niveau des vols des cicadelles, donc sur les plaques jaunes. Là, alors la conclusion, c'est que ce n'est pas significatif, il n'y a pas vraiment de résultats significatifs, mais là, par exemple, on a les résultats à l'automne 2022, on voit quand même que la courbe du blé, des vols de cicadelles, blé pur, c'est là qu'on a le plus de vols de cicadelles par rapport à toutes les autres associations. Encore une fois, ce n'est pas significatif pour conclure qu'il y en a moins de cicadelles dans les associations. Mais il y a quand même en 2020 où on a pu statistiquement dire qu'il y avait moins de cicadelles dans les bandes associées févroles par rapport aux bandes associées, aux bandes de pur blé. Donc quand même
même si ce n'est pas très significatif, c'est quand même plutôt positif. Ensuite, sur les suivis des vols de pucerons, donc encore une fois sur les plaques jaunes engluées, donc on est toujours d'octobre à décembre. Là, on avait des résultats quand même assez concluants, puisqu'on a donc le nombre de pucerons capturés sur les plaques jaunes engluées, avec le blé pur toujours en bleu, et on voit donc toujours les autres courbes qui ont moins de vols de pucerons. Et donc c'est significatif en 2020, moins de vols de pucerons dans les bandes avec févrole, moins de vols de pucerons aussi en 2022 dans les bandes avec pois cette fois-ci. Donc là aussi plutôt encourageant. Sur les observations visuelles, là, à l'automne, on n'a pas observé grand-chose, donc on n'a pas eu de conclusion. Et puis sur les aspirations, là on a vu pas mal de choses sur les auxiliaires, avec, alors en jaune, donc ça c'est tout ce qui a été aspiré comme auxiliaire. Des effectifs, ça fait autour de 500 à chaque fois. Et en jaune, c'est les punaises entochorides. On a trouvé beaucoup de punaises entochorides, qui sont des prédateurs généralistes qui peuvent manger des pucerons, des cicadelles notamment. Donc beaucoup de punaises entochorides. En vert, c'est les hyménoptères parasitoïdes. C'était surtout des aphidius et des ephedrus. Sachant qu'on a augmenté aussi au fil du temps nos aspirations pour justement aspirer plus de choses. On cherchait aussi des hyménoptères. Et c'est peut-être aussi pour ça, il ne faut pas forcément regarder l'évolution vraiment des effectifs, mais plus la proportion, beaucoup de punaises entochorides, un peu d'hyménoptères parasitoïdes, un petit peu de staphylins même qui ont été aspirés, et puis en plus faible quantité, des carabes, coccinelles, cirphes. Mais bon, c'est vrai qu'à cette époque-là, à l'automne, finalement, on n'en trouvait pas beaucoup. Et donc après, on a regardé par bande s'il y avait des différences là, sur les punaises entochorides. Et là aussi, c'est des résultats assez intéressants. C'est qu'on a souvent plus de punaises entochorides dans les cultures associées de blé que dans le blé pur. Et notamment, on l'a vu en févrole la première année. La deuxième année en févrole et en vesse. Et la troisième année en févrole et en vesse. Il n'y a que le pois finalement où elles n'ont pas l'air d'être très bien, les punaises. Et puis les hyménoptères parasitoïdes, pareil, on a regardé s'il y en avait plus ou pas dans les bandes de culture associées. Et là aussi, ça ressort aussi assez bien que... et donc à chaque fois que c'est entouré, c'est significatif. Donc on voit qu'il y en avait plus significativement dans les bandes de févrole par rapport au blé pur en 2020. Et puis en 2022, il y en avait plus dans les bandes de pois, enfin blé pois, que dans les bandes de blé seul. Donc là aussi, des résultats assez intéressants. En 2021, par contre, c'était un peu différent, mais comme on n'avait pas beaucoup de pucerons, peut-être on n'avait pas beaucoup de... Enfin, les hyménoptères parasitoïdes n'étaient peut-être pas trop attirés non plus. Mais voilà, globalement, des résultats quand même assez positifs qui sont synthétisés là dans ce tableau, qui reprend un peu tous ces résultats sur les insectes ravageurs et auxiliaires volants. Alors, c'est tout ce qui ressort significativement qui a été mis dans le tableau. C'est pour ça qu'on a rayé 2021, pas assez d'effectifs. Mais donc une diminution du nombre de cicadelles, on l'a vu sur les plaques engluées, dans le blé plus févrole. Diminution du nombre de pucerons ailés dans le blé plus févrole en 2020 et puis blé pois en 2022. Meilleur effectif d'insectes auxiliaires, notamment blé plus févrole et blé vesse. Meilleur effectif de punaises entochorides, avec la févrole et puis la vesse aussi. Meilleur effectif d'hyménoptères parasitoïdes des pucerons, et encore avec la févrole et le pois. Donc, résultat plutôt positif là-dessus. Alors, ça, je vais juste en dire un mot parce que je n'ai pas le temps, ça serait très long. Mais en fait, on a eu aussi, alors, notamment l'équipe de Bruno Jaloux, qui travaille dans le projet là, de l'Institut Agro et puis en lien avec d'autres structures de recherche. Une partie des hyménoptères parasitoïdes qui étaient aspirés étaient congelés tout de suite et étaient envoyés dans un labo à Angers pour faire des analyses biochimiques, notamment des sucres contenus dans les hyménoptères parasitoïdes, pour étudier leur alimentation. Et en fait, alors ça repose sur le fait qu'il y avait eu déjà des études antérieures, notamment de l'Institut Agro là, et de ses partenaires, où ils avaient élevé des hyménoptères parasitoïdes en laboratoire, et puis ils avaient étudié leur profil pour savoir en fait, en fonction de leurs conditions, selon quel insecte ils étaient issus, si c'était des parasitoïdes de pucerons, du blé ou de légumineuses, selon ce qu'ils avaient mangé, plutôt du nectar, du miela, qu'est-ce qu'ils avaient comme caractéristiques, à la fois sur des
sur des critères biochimiques, mais aussi sur des critères physiques, les longueurs de tibia, des choses comme ça. Et du coup, ils avaient une classification de référence, en fait, pour dire, voilà, cet hyménoptère parasitoïde qui a tel profil, il a mangé plutôt tel type de il a mangé plutôt du miella ou du nectar, il arrive plutôt d'un puceron de légumineuse ou de blé. Et ça permet de retracer après, en capturant les hyménoptères, donc là en l'occurrence ceux qu'on avait aspirés, leur profil du coup nutritionnel, les ressources qu'ils ont utilisées. Et donc nous on a voulu utiliser ça pour voir si les hyménoptères parasitoïdes étaient mieux nourris dans les bandes par rapport au blé pur. Mais on n'a pas réussi à faire ressortir de résultats. Alors d'une part parce qu'on n'avait pas, il faut un grand nombre de données sur les parasitoïdes et on n'en avait pas assez piégé dans nos aspirations pour avoir des résultats statistiques, puis aussi parce que certainement notre protocole n'était pas bien fait, il y a eu des déplacements entre les bandes côte à côte là, des hyménoptères. Donc la méthode est intéressante, mais on n'a pas pu conclure. En revanche, sur la faune terricole, il y a eu, donc, comme je le disais tout à l'heure, des suivis de staphylins, d'opilions, d'araignées, de carabes avec des peaux barbeurs. Donc vous voyez, il y avait 5 peaux barbeurs par bande, 4 semaines de piégeage entre octobre et novembre sur les 3 années. Ça, c'est les effectifs du coup d'arthropodes qu'on a capturés. On voit en fait que leur effectif de carabes et opilions important, donc avec des résultats analysables. C'est surtout pour ça que c'est intéressant de voir si on a assez de données pour pouvoir les interpréter. Donc probablement une régulation plus forte avec les carabes et les opilions. Des carabes qui ont été trouvés, on a déterminé les espèces. C'était tous des prédateurs, puis quelques peut-être parasitoïdes aussi, puisque ça existe, j'ai découvert ça, des carabes parasitoïdes, mais surtout des prédateurs. Donc en tout cas, ils pouvaient avoir un rôle de régulation. On a regardé, donc je vous disais, les espèces. Il y avait une trentaine d'espèces à peu près par année de carabes, mais une espèce qui prédominait fortement, Nebria salina. Apparemment c'est assez normal puisqu'elle se reproduit à l'automne et puis elle aime bien les parcelles de grande culture. Donc, par contre pour les staphylins et puis les araignées, peu d'effectifs, donc tout ça pour dire que les analyses statistiques elles sont à prendre avec plus de précautions. Et ça c'est le tableau qui synthétise l'ensemble des résultats sur la faune terricole. Donc en vert en fait c'est les situations où l'association a un effet bénéfique, donc sur les effectifs de carabes, la diversité des carabes, les staphylins, les araignées, les opinions. Donc en vert, c'est quand l'association apporte un effet bénéfique. En bleu, c'est le contraire. Et puis quand il y a une petite croix, c'est que c'est significatif. Donc grosso modo, on voit qu'il y a pas mal de vert, donc ça veut dire, alors sauf pour les staphylins, mais on a vu qu'il y avait assez peu de données staphylins. Ça veut dire que globalement, on arrive à montrer quand même qu'il y a un effet positif des plans de compagne sur les effectifs de carabes, la diversité des carabes, et puis les opilions. Et assez souvent, ça peut être significatif. Là, on a essayé de voir par type de plan de compagne, mais c'est pas forcément évident. On voit quand même le blé févrole ressort assez souvent en jaune. Ça, je l'ai déjà dit. J'arrive sur les conclusions globales. Donc finalement, le blé associé, on a vu qu'au niveau agronomique et économique, on a trouvé un effet négatif sur le rendement. Sur la qualité, ce n'était pas significatif, sur le taux de protéines notamment. La marge était diminuée. Sur ce qui est pression ravageur et virose, on a vu qu'il y avait moins de vols de pucerons dans les bandes de culture associées par rapport au blé pur. Les cicadelles, ce n'était pas significatif, mais on voyait quand même un léger mieux. Et les viroses, ce n'était pas significatif, mais là aussi, on semblait entrevoir une petite tendance positive. Présence d'auxiliaires volants, c'était donc un effet positif sur les hyménoptères parasitoïdes et sur les punaises entochorides. Les autres, on n'a pas pu voir de choses. Et puis présence faune terricole, donc là aussi effet positif sur les carabes, sur les opilions, et les autres, on n'a pas trop pu faire ressortir de choses. Et puis après, c'était plus d'un point de vue un peu agronomique. En fait, donc les conclusions plus sur la pratique en elle-même, il y a quand même des freins déjà à mettre en place cette pratique-là qu'on a mise dans nos essais. C'est que déjà, il faut avoir un semoir à semis direct pour semer le blé en direct sur les plants de compagne. Il faut adapter la gestion du désherbage pour ne pas abîmer les plants de compagne. Et puis, il y a des fois des levées de couverts difficiles avec des dégâts de limaces ou ce genre de choses. Et puis, en termes de perspective, alors peut-être qu'il y aurait eu plus de choses qu'on aurait vu ressortir s'il y avait eu
des situations à forte présence de viroses et puis de ravageurs d'automne. Là, peut-être que la pratique aurait eu plus d'intérêt dans ces cas-là. On n'a pas étudié dans le projet, mais après les cultures associées, ça peut avoir d'autres intérêts en termes de restitution d'azote, en termes de structuration du sol ou autre. Peut-être que dans certaines conditions, on voit notamment dans la biblio qu'en conditions limitantes en azote, une culture associée pourrait plus apporter des choses en termes notamment d'apport d'azote et puis de taux de protéines. Comme je disais tout à l'heure, s'il y avait eu des doubles cultures avec récolte blé-pois par exemple, un tri et une valorisation de la deuxième culture, forcément la marge aurait pu être améliorée. Et puis alors, bande adjacente, là c'était plus en référence à Bruno Jaloux là, de l'Institut Agro. Il nous avait parlé aussi que, ce que je vous disais tout à l'heure, la méthode d'analyse biochimique là, des hyménoptères pour voir ce qu'ils avaient mangé, ça a été testé dans d'autres projets, dans Progrès Live, dans Remix. Et dans Remix, ils avaient testé différentes associations de blé aussi, mais au printemps. Et soit en associant sur la parcelle, soit en associant par bande en fait. Et jusqu'à simplement mettre des bandes de févrole en bordure, c'était avec la févrole aussi, en bordure de parcelle. Et finalement, ils trouvaient d'aussi bons résultats sur la nutrition, enfin l'utilisation par les hyménoptères de la plante compagne quand c'était en bande de févrole à côté de la parcelle. C'était aussi utilisé par les hyménoptères, donc ça permet de ne pas avoir les difficultés de gestion en association sur la parcelle, et ça marche peut-être aussi bien, donc au final, peut-être c'est plus facile en bande adjacente. Puis voilà, après il y a des livrables du projet pour aller plus loin, pour que vous voyez les conclusions de chaque... il y a des rapports faune terricole, des rapports auxiliaires volants, il y a le webinaire de restitution, le replay qui est disponible, une vidéo du projet. Donc tout ça, alors c'est sur le site de la Chambre régionale Centre-Val de Loire, mais faut que je le remette à jour parce que le lien est plus valable là tout de suite, mais il va l'être bientôt. Voilà, je crois que j'ai fini. J'avais peur de dépasser. Tu as 15 secondes d'avance. Waouh. C'est ça, non, j'écoute vos questions. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est par rapport à cette histoire de marge. Du coup, vous avez bien intégré le gain en termes d'insecticides dans le calcul de la marge ? C'est une bonne question. Alors, il faudrait que je revienne sur la diapo. Je pense qu'il a tout comptabilisé. Oui, de toute façon, il a dû reprendre... Parce que du coup, oui, il y a une baisse de rendement, donc il y a peut-être... De toute façon, le témoin était sans insecticide non plus. Tu vois ? Donc, tu as calculé ta marge en comparant ton témoin sans insecticide ? Aux bandes et l'itinéraire, on avait fait exprès l'itinéraire technique de faire exactement pareil sur le témoin, y compris le passage d'outils à vide pour le semoir. D'accord, mais du coup, c'est un peu biaisé. Enfin, c'est peut-être potentiellement un peu biaisé du fait que si tu avais eu un témoin traité, du coup, peut-être que pour le coup, tu as un gain économique, quoi. Ah oui, d'accord. Finalement. C'est toujours pas satisfaisant parce qu'on est quand même en marge négative. J'avais une deuxième question. Oui, mais c'est juste pour la réaction. T'inquiète pas, je te le rendrai pour tes 3 autres questions. On a quand même si là on arrive à diminuer, enfin si on diminue la marge en rajoutant le passage d'insecticides, ici on est toujours négatif. En fait, tu mets pas d'insecticide ni ici, tu mets un insecticide nulle part. Donc, Oui, mais là, ça c'est la marge, c'est pas combien on perd par rapport aux témoins. Là, c'est combien on gagne si on fait cette pratique. Là, c'est combien... en fait, c'est combien tu perds par rapport aux témoins. Par rapport aux témoins ou par rapport En fait, ce qui change, c'est juste le SMIC direct de ta plante compagne qui te rajoute un passage plus l'achat de semences et puis ton rendement en moins. C'est 194, il gagne 194 en moins par rapport au témoin. Oui, c'est par rapport à ça. Ah d'accord. Et le témoin, il gagne combien ? Eh bien, là, tu vois, en fait, tu as le... Moi aussi, j'ai plein de questions. En fait, ouais, là, tu as par exemple, blé pois, moins 140 € par rapport au blé pur. Ton blé pur, là, tu gagnes 140 € de plus par hectare.
Non, j'ai encore des questions. Bon, alors, si vous voulez le détail, là, c'est parce que vous n'arrivez pas à lire produit brut, produit net, donc le produit, et là, c'est la moins-value nette. Donc, alors, il a pris le produit net, B0, donc blé pur, 1111, moins B1 sur blé févrole, le blé, le produit net, c'est 917. Mais la moins-value, c'est pas la marge. La différence. Du coup, c'est pas la marge. La moins-value, c'est pas la marge. Bon, alors, revenu net moyen sur 3 ans d'expérimentation, en euros par hectare. Après, alors oui, c'est pas moi qui ai fait le calcul, donc c'est pas évident de vous répondre dans le détail, mais pourquoi, c'est quoi ta différence avec la marge? En fait, est-ce que l'agriculteur gagne 937 € par hectare? Enfin, moi, ce que j'avais compris, c'est que si l'agriculteur faisait le mélange, il perdait 200 € hectare. Mais non, en fait, s'il fait l'association blé-févrole, il gagne quand même 900 € l'hectare et potentiellement, il perd 200 € s'il avait fait le pur. Oui, il perd 200 € qu'il aurait gagné dans l'autre cas. Voilà, Il a c'est ça. quand même, il perd pas, il a quand même un revenu de son La sa méthode est quand production. même, lui rapporte quand même de l'argent. Oui, mais il lui en rapporte moins que ça lui en rapporte en blé pur. J'ai une deuxième question par rapport au suivi sur tous les micro-organismes. Est-ce que tu penses qu'il aurait été intéressant de faire un essai en parcelle pleine, puisqu'en fait, tu disais qu'il n'y avait pas eu de changement de pratique, notamment traitement insecticide, dans les pourtours des bandes. Et est-ce que vous aviez soulevé cette idée-là? Est-ce que ça peut pas être une perspective? Enfin, est-ce que, en fait, le traitement autour de la bande impacte à la fois les populations de ravageurs et d'auxiliaires? C'est possible, mais là, on n'a pas... enfin, voilà, on a juste pu... on avait demandé d'ailleurs plutôt qu'il y ait autour des bandes un espace non traité, non plus insecticide. Déjà, ils ont pu respecter de ne pas traiter sur les bandes, c'était déjà pas mal. Par contre, j'ai pas compris, tu parlais en micro-organisme, t'as dit? Ou j'ai mal entendu? Oui, enfin, ravageurs auxiliaires. Oui, d'accord. Organisme, oui. Bah, c'est sûr que ça aurait été mieux s'il n'y avait pas eu, c'est ce qu'on voyait, hein, s'il n'y avait pas de traitement du tout, peut-être que l'effet serait encore plus flagrant. Ouais. Alors, par rapport aux différentes remarques qui ont été faites, est-ce que parce que là, vous avez pris comme témoin une parcelle que vous n'avez pas traitée, mais par rapport à la pratique des agriculteurs, parce que là, si je comprends, les expérimentations ont été mises chez les agriculteurs. Donc, est-ce que par rapport à la pratique des agriculteurs, vous avez aussi fait des observations sur des parcelles qui étaient à côté avec ces pratiques pour pouvoir regarder un petit peu et comparer justement ce qui pouvait, s'il y avait plus d'auxiliaires, plus de biodiversité et tout? On n'a pas regardé à côté, mais les pratiques de l'agriculteur, à part le fait de ne pas traiter sur les bandes, il échangeait pas. Enfin, si, il changeait pour le semis, tout ça. Il me semble que, alors comme on n'avait pas beaucoup de pression quand même, ravageurs, comme je disais là, ces années-là, qu'on n'atteignait pas de toute façon les seuils de traitement. Donc dans tous les cas, je ne pense pas qu'ils auraient traité insecticides. Après, il y a des traitements herbicides et tout ça, mais qui n'ont pas été modifiés dans nos essais là. Et puis en fait, ça ressemble quand même, le témoin, tout ce qui change par rapport à... Bon, alors la date a peut-être été un tout petit peu ajustée, mais ça ne change pas grand-chose à la pratique, puisque justement, on voulait leur faire semer encore plus tôt le blé, mais que les agriculteurs, ils n'ont pas voulu, parce que c'était pas très logique pour eux. Après, vraiment la différence entre le blé pur et puis les associations, là, ça va être... le fait de venir semer en direct en plus dessus l'association, donc un passage en plus de l'achat de semences. Et puis le fait, en effet, de ne pas mettre de traitement insecticide, mais là, pour ces années-là, qui n'ont pas beaucoup changé, en fait, vu que, encore une fois, je pense qu'on était en dessous des seuils de traitement, en tout cas au moins les 2 années où il y en avait peu. Donc au final, on s'approche quand même d'un itinéraire normal, quoi. Mais en effet, on n'a pas regardé à côté le restant de la parcelle s'il y avait des différences. Alors moi, c'était la première question, c'était pas une question, c'était juste est-ce que tu peux remettre le graphique, enfin le tableau de synthèse pour bien me représenter tous les résultats, parce qu'il y a beaucoup de choses, et je veux être sûr de bien avoir tout intégré.
donc ce sur quoi ça agit, enfin ça joue. Donc, ok, sur les viroses, finalement, ouais, c'est difficile de faire le lien avec in fine avec les viroses, même si on voit que les auxiliaires et sur les pucerons, ça joue aussi sur les ravageurs. Ok, donc voilà. Et puis après, la deuxième chose, mais tu as un peu répondu, c'est vrai que nous, sur le secteur ici là, de Courson, en fait, c'est un risque, le risque virose, c'est un risque qui est perçu comme étant très très important et sur lesquels les agriculteurs sont peu enclins à changer leurs pratiques. C'était pour avoir ton ressenti dans ton secteur, en fait, sur ce risque, cette perception du risque-là. Parce qu'en fait, il y a certains agriculteurs qui nous ont dit, en fait, moi je joue pas avec ça, je préfère sécuriser cet aspect-là parce que j'estime que c'est un risque très élevé. Donc on voit qu'on a un travail sur des freins au changement par rapport à cet usage. Et c'était pour savoir, toi, ta perception dans ton secteur de ce risque virose et de la possibilité qu'ont les agriculteurs à faire autrement que d'utiliser le levier insecticide. Ouais. Ouais, j'ai pas forcément la vision voilà, qu'ils peuvent avoir. Je pense que de toute façon, a priori, ils respectent les seuils de traitement, quoi. Donc, je l'avais mis au tout début, je suis passée vite parce que j'ai pas voulu. Peut-être Alain, si tu peux revenir, ça doit être la deuxième diapo. Mais dès lors qu'il y a un peu de présence de pucerons, c'est vrai que je pense qu'ils ont certainement tendance à traiter pour sécuriser, parce que donc c'était ça là. Donc les seuil d'intervention, 10% de plantes portant au moins un puceron ou présence de pucerons au moins 10 jours dans la parcelle. Donc dès lors qu'il y a un peu de pucerons, il y a un risque de virose, quoi. Donc j'aurais tendance à penser qu'ils traitent dès lors qu'il y a des pucerons présents. Voilà, nous, c'est un truc qui est difficile à travailler avec eux. Voilà. C'est ça que je voulais savoir si c'était pareil. Voilà, en tout cas, j'ai pas eu de retour que les agriculteurs qui étaient dans le projet ont tiqué par rapport à ça. Après, c'était pour trouver des références, justement. Et puis, c'était sur une zone limitée aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas fait une parcelle en plein non plus, parce que là, il y avait un risque. Du coup, suite à cet essai, il n'y en a aucun qui a adhéré à... Là où c'est délicat, c'est justement avec les résultats qu'on a sur le rendement, quoi, même pour préconiser la pratique. Et puis, alors, juste, dans les productions, il y a une fiche de préconisation où on a plus accès blé févrole. Finalement, en termes de préconisation, c'est quand même ce qui ressort. En termes plus de... Peut-être aussi, je ne suis pas revenue là-dessus, mais on avait aussi des développements des plants de campagne qui étaient assez variables. Et c'est peut-être la févrole qui couvrait le mieux, donc en termes d'effets. Et puis, dans les effets qu'on a pu voir, c'est peut-être là qu'on voit aussi plutôt des bons effets. En termes de coûts et de pratiques, c'est plutôt bien maîtrisé. Donc, c'est celle qui ressort en termes de préconisation. Mais après, c'est vrai que recommander là tout de suite de dire qu'il faut faire du blé associé à l'automne, c'est délicat parce qu'on a quand même observé plutôt un effet négatif sur le rendement. Oui, par rapport à ça, je ne suis pas une experte, mais il y a eu le choix de fait dans l'expérimentation de détruire la plante compagne. Et donc, ça fausse quand même beaucoup les choses, quoi. Oui, mais en même temps, on s'est posé la question au début de projet. Mais on s'est dit, c'est presque un autre projet, parce qu'après, il faut travailler aussi sur comment on trie, comment on commercialise. Oui, non, je suis bien d'accord. Mais je veux dire, après, du coup, forcément, c'est négatif, puisque tu as semé moins de blé dans tes cultures associées. Donc, je pense que, du coup, là, le message, c'est rouge. Entre le témoin et le reste, la densité de blé devait être la même. J'ai plus les densités en tête, mais pour moi, la densité de blé ne variait pas. Après, on ajoutait la plante compagne. Elle variait pas. Ouais. Non, elle ne variait pas. Cette baisse de rendement est due à une concurrence de chaque pied, ou c'est une baisse de densité de semis Non, c'est pas une baisse de densité de semis. C'est ce que je dis, c'est la même densité de semis. C'est plus la concurrence. Alors après, on ne sait pas forcément expliquer si c'est de la concurrence par rapport à l'eau, par rapport à... Et on voyait d'ailleurs, en fonction, je n'ai pas mis non plus la diapo, mais en fonction des années où les rendements... les moyennes générales de la zone étaient plus bas, notamment c'est en 2020, je ne sais plus l'année, il y avait une année où les rendements n'étaient pas très bons.
parce que justement il y avait pas mal d'échaudage et tout ça, et ben, c'était encore moins bon en culture associée. Donc on s'est dit c'est peut-être qu'il y a eu une concurrence en plus par rapport à l'eau, même si c'était en amont, quoi, puisque c'était qu'à l'automne. Mais on pense qu'il y a une concurrence, mais on ne sait pas bien l'expliquer. Tu as dit, j'ai oublié, c'était quoi la taille des bandes, leur largeur et leur longueur? C'était 20 mètres sur 60 mètres minimum, ça pouvait être plus. Parce que du coup, je me pose toujours la question. Du coup, et c'est en bande, au moins on a le même type de sol, etc. Mais sur la capacité de dispersion, notamment des carabes et des araignées, en fait, est-ce que il n'y a pas de l'autocorrélation spatiale, entre guillemets, enfin, comment on peut déterminer que c'est plus dans tel ou tel assaut et qui viennent pas d'ailleurs? Alors après, quand on est en parcelle entière, c'est le problème qu'on change tout de suite un peu l'environnement, etc. Mais du coup, c'est vrai que pour déterminer des processus de régulation sur ce type d'organisme, je me pose toujours la question à quelle échelle on doit se mettre pour bien le montrer. En tout cas, comme je disais, sur les hyménoptères parasitoïdes, c'est sûr qu'ils se sont déplacés entre les bandes. On l'a vu notamment quand il y a eu donc les analyses pour voir ce qu'ils avaient mangé et tout ça. On voyait qu'il y avait de quels pucerons ils étaient issus. On voyait qu'il y avait des hyménoptères parasitoïdes qui étaient issus de pucerons de légumineuses qu'on retrouvait dans des bandes en blé pur. Donc forcément, ça avait bougé, quoi. Donc sur les insectes volants, peut-être que c'était un plus gros biais encore. Peut-être que, je ne sais pas si on peut dire que... Ouais. Il y a certainement tout un tas de biais. Si tu as... Ouais, Julie peut compléter parce qu'elle a travaillé à l'époque en tant que technicienne du labo d'éco-entomologie sur la faune terricole. Il n'y a pas le micro. Une précision, là, de toute façon, c'est quand on prend carabe araignée, alors les araignées peuvent certaines espèces peuvent se déplacer facilement, d'autres ça va être plus difficile. Si on dit, de toute façon, les bestioles ne peuvent pas passer de bande en bande, ça ne veut pas dire que l'itinéraire n'a pas d'effet sur les bestioles et que les différences qu'on voit sont dues à la situation initiale. C'est clair ? Parce qu'il y a de la reproduction, tu regarderas le replay. Les différences peuvent être dues quand même à la méthode parce qu'il y a de la reproduction. Le carabe, sur une saison complète, normalement, il doit y avoir au moins une reproduction. Et si l'itinéraire est favorable à l'alimentation des adultes, tu auras une meilleure reproduction et du coup, tu verras une différence après, même s'ils ne passent pas d'une parcelle, d'une bande à l'autre. Et les araignées, c'est pareil. Non, mais ça commence à l'automne, l'essai et la dernière mutation. Oui, mais les aspirations, c'était pendant 4 semaines. Il y a eu 4 aspirations. Oui, tu regardes la différence, tu compares pas la première et la dernière aspiration. Non. C'est la situation initiale que tu ne connais pas et la dernière aspiration. Mais si on suppose que la situation initiale est homogène et la dernière aspiration, tu as quand même pas 4 semaines. Je propose qu'on conclue avec ce Oui. que vous avez dit. Oui, alors ça remonte à quelques années, mais je me suis occupée effectivement des analyses pour la faune terricole avec les collègues du labo. Il y avait des pots, dans le placement des pots, il y avait des pots qui étaient plutôt plus en bordure et on avait fait une analyse par rapport aux infrastructures qu'il y avait autour et le lien avec les espèces aussi qu'on retrouvait et ce qu'elles mangeaient. Donc vous avez les rapports bientôt sur le site internet actualisé avec tout ce qui avait été regardé. Et c'est vrai que dans les analyses, on avait compté, il y avait quand même pas mal de biais, parce que là, il y avait un certain nombre de parcelles qui étaient dans des zones un petit peu différentes. Donc, au niveau des modèles utilisés, il y a pas mal de choses qui ont été faites pour essayer que ça soit le plus cohérent possible. Certaines ont même été carrément écartées de certaines analyse, parce qu'en regardant, j'avais vu que ça, en termes de comportement, ça allait pas. Il y avait trop de biais, et puis dans d'autres modèles, ils faisaient ressortir qu'effectivement, les effets qu'on pouvait voir, est-ce qu'ils étaient vraiment liés à ce qu'on cherchait à démontrer, ou aux autres effets qu'on n'était pas capable de totalement quantifier qui étaient autour. Donc c'était aussi tout ce travail-là, et c'est pour ça que Céline disait tout à l'heure qu'il y avait certains résultats à prendre avec des pincettes, justement à cause de ça, ou parce qu'on avait un échantillonnage qui était trop faible. Mais oui, on avait regardé, effectivement, comme tu disais, les espèces, à quel milieu elles étaient liées, donc une chose un peu plus globale. Mais oui, les araignées, il n'y en avait pas tant que ça, on était plutôt surpris, parce que sur d'autres projets, on en avait beaucoup. Même, je sais plus sur ce projet-là si on avait fait identifier les araignées. Je mélange peut-être les projets. Non, c'était un autre alors. Voilà.
Mais oui, il y en avait pas tant que ça. Mais par contre, dans le rapport complet, on peut voir qu'il y a quand même une grosse disparité entre les parcelles au niveau des effectifs. Il y a vraiment des choses où, enfin, il se passe des trucs vraiment impressionnants. Et c'est vrai que quand on ramène ça à une analyse plus globale, juste avec la variable des bandes, des fois ça peut temporiser certains effets. Ou à l'échelle de la parcelle, il se passe vraiment des choses plutôt conséquentes.